cité de Alain Lazzoni, dont on connaît tous le chef-d'œuvre, et sans doute un deuxième bientôt. Et puis Gilles Kepel, universitaire de grand renom, mais surtout homme de terrain qui, comme il vient de le dire, connaît parfaitement cette région du monde. Je voudrais rebondir peut-être sur ce que a dit M. Lazzoni à propos de son comportement le jour où la manifestation est passée de quelques milliers à 1 million de participants. D'une certaine manière, si vous me permettez de dire les choses ainsi, vous n'avez pas tout à fait vu venir, en tout cas le facteur déclenchant. Et toute proportion gardée, moi je m'exprime ici avec beaucoup de modestie, hein, parce que face à un Égyptien qui est dans le bain, si je peux dire, jusqu'au cou, et même avec beaucoup de courage, il faut même le souligner, et puis un très bon connaisseur du terrain, je ne suis qu'un modeste praticien de la diplomatie française, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas vu venir non plus. Et on l'a beaucoup reproché à toutes les chancelleries occidentales ou américaines. On n'a pas vu venir non seulement ce qui s'est passé à l'Égypte, mais même ce qui s'est passé en Tunisie. Et pourquoi? D'abord parce qu'on n'a peut-être pas toujours une connaissance suffisamment profonde des réalités sociales. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a l'Égypte qu'on voit et puis l'Égypte qu'on ne voit pas. Et dans les chancelleries, on voit surtout l'Égypte d'en haut et pas l'Égypte d'en bas, ça va de soi. Et puis aussi parce qu'il y avait cette idée vaguement répandue qu'après tout, voilà, les Arabes n'étaient pas faits pour la démocratie ou que la démocratie n'était pas faite pour les Arabes et que tout ça se passait bien comme ça. Et que d'ailleurs, nulle part dans les pays arabes, on voyait émerger de véritables mouvements démocratiques. Donc, on a fait preuve d'une certaine cécité. Quand je relisais les télégrammes diplomatiques antérieurs au déclenchement des événements de Tunisie, puis ensuite de l'Égypte, c'était un peu toujours la même chose. Ça peut déraper, mais ça peut ne pas déraper. Et finalement, scénario intermédiaire, il est probable que ça va continuer comme ça. Donc c'était un peu l'analyse de la situation que faisaient les diplomates. Puis je ferai une deuxième remarque pour dire que non seulement on n'a pas vu venir, mais on n'a pas voulu voir venir. Parce qu'en vérité, le statu quo nous arrangeait. Nous avions face à nous des dictateurs, qu'on ne qualifiait pas toujours ainsi à ce moment-là, Ben Ali, Kadhafi, Moubarak, et quelques autres, Bachar, etc., qui nous disaient « Nous sommes les meilleurs remparts contre le salafisme, l'extrémisme, le fanatisme, Al-Qaïda. Nous vous assurons la stabilité dans nos pays et après tout, vous avez intérêt, vous, pays européens ou pays occidentaux, à cette stabilité. » Et on les a crus. On les a crus longtemps. On a pensé effectivement que d'une certaine manière, c'était un rempart contre les phénomènes qu'on voit maintenant se développer. C'est la raison pour laquelle il y a eu ce moment d'hésitation au moment du déclenchement ce que je continue à appeler les printemps arabes. C'est vrai que c'est un mot qu'il va falloir sans doute faire évoluer, et on nous l'a beaucoup reproché. Mais il n'y a pas que la France qui a hésité. Les États-Unis ont hésité. À peu près tous les pays européens ont hésité, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'on était face à un phénomène d'une très grande profondeur et qui allait changer complètement la face de toute cette région. Alors on est peut-être tombé dans l'excès inverse, en expliquant que c'était un mouvement d'une ampleur supérieure à l'effondrement des murs de Berlin, etc., etc.